Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. C'est une guerre, certes commerciale, mais une guerre féroce qui s'envenime entre la Chine et les États-Unis. Au sommaire, le bras de fer entre les deux plus grandes puissances économiques du monde. Quelles en sont les causes? Qui va payer les pots cassés? La Chine est-elle le seul grand méchant loup dans la bergerie du commerce mondialisé? Et l'Europe ne risque-t-elle pas de devenir une victime collatérale de cette surenchère entre les États-Unis et la Chine? Enfin, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a-t-elle échoué à réguler le commerce mondial? La guerre des taxes douanières à laquelle nous assistons recouvre une autre guerre stratégique. La Chine et les États-Unis se disputent la suprématie scientifique et technologique. La deuxième économie du monde cache à peine ses ambitions. Elle veut détrôner l'Amérique. Ses téléphones, ses panneaux solaires, ses batteries électriques séduisent les consommateurs que nous sommes. China has been taking advantage of the United States for many, many years. I'm not just talking about during the Obama administration. You can go back long before that. And it's been taking out $400, $500, $600 billion a year out of the United States. And we can't let that happen. Alors oui, c'est vrai, au grand jeu du commerce mondialisé, les Chinois ne sont sans doute pas un modèle de fair play. Il n'y a pas que Trump, les Européens aussi estiment que les Chinois trichent sur les transferts de technologie. On les accuse de déverser une pluie de subventions sur les champions de leur économie. On les accuse de violer les règles de la propriété intellectuelle. Donald Trump tape du poing sur la table au risque de provoquer une crise planétaire. Bientôt, la quasi-totalité des importations chinoises aux États-Unis seront taxées, certaines jusqu'à 30%. Pékin riposte coup sur coup sur les produits américains. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer? Cédrine Verguin. C'est une position très confortable, j'adore ça, j'adore la position dans laquelle nous sommes. Il peut y avoir des représailles, mais comparativement, cela ne sera pas très substantiel. Nous réglerons. Bienvenue dans Géopolitis, avec aujourd'hui cette question: faut-il avoir peur de la Chine? Jean-Jacques de Dardel, ancien ambassadeur de Suisse en Chine, en Corée du Nord et en Mongolie, est notre invité. Au sommaire, les nouvelles routes de la soie, symbole de la puissance chinoise qui se déploie à travers le monde. La Chine, modèle autoritaire, comment les Chinois supportent-ils l'absence de liberté? Gagner toujours plus d'argent est-il la seule chose qui les intéresse? On parlera aussi de Hong Kong. Là, on se bat pour les libertés, et bien sûr de la Corée du Nord, avec les coups d'éclat de Donald Trump. La Chine fait peur, elle bouscule, elle dérange quand elle veut devenir la grande puissance du XXIe siècle, avec l'ambition de surpasser les États-Unis. Le président Xi Jinping en a même fixé l'échéance. En 2049, le Parti communiste chinois célébrera alors le 100e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Le développement... Xi Jinping est-il le nouveau Mao? Depuis 2017, le nom du président Xi Jinping est inscrit dans la charte du Parti communiste chinois. Seul un dirigeant avait eu cet honneur de son vivant, Mao Zedong. Quelques mois plus tard, Xi Jinping franchit une nouvelle étape en supprimant de la constitution chinoise la limitation de la présidence à 2 mandats. Désormais, rien ne l'empêche de rester président à vie. Alors, comment Xi Jinping est-il devenu aussi puissant? Déjà, il est plutôt né au bon endroit, puisque Xi Jinping est ce qu'on appelle un prince rouge, autrement dit, un fils d'eux. À sa naissance, en 1953, son père est un vice-premier ministre du régime de Mao Zedong qui dirige le pays depuis 1949. Mais les choses tournent mal. Dans les années 60, Mao désigne le père de Xi Jinping comme un ennemi du peuple, et il est écarté du pouvoir. 4 ans plus tard, la grande folie de la révolution culturelle est déclenchée et la famille Xi est ciblée.
Une des sœurs de Xi Jinping se suicide et lui-même est envoyé à la campagne en rééducation. Mais cela va finalement lui réussir. Pendant cette période, Xi Jinping lit beaucoup, il s'intègre et finit par entrer au Parti communiste après de nombreux refus. Aujourd'hui, il a fait de cet épisode un argument politique. Il y a même un musée dans la ferme où il a vécu et il revendique cet héritage populaire. Après la mort de Mao, son père est réhabilité et lui monte les échelons du parti un à un. Premier secrétaire du district de Zhengding, gouverneur du Fujian, secrétaire du parti au Zhejiang, membre du comité permanent du parti, vice-président de la République, secrétaire général du parti et enfin président de la République. Mais Xi Jinping n'est pas n'importe quel numéro 1. Depuis qu'il a accédé au poste, il cultive un autoritarisme et une personnification du pouvoir que la Chine n'avait plus connu depuis Mao. Alors, comment s'y prend-il pour asseoir son autorité ? Eh bien, il y a 3 grands axes dans sa stratégie. D'abord, la lutte contre la corruption. Et cela passe par un ménage profond au sein du parti. Depuis 2012, 1 400 000 membres du parti auraient subi des sanctions. Et cela à tous les niveaux de la hiérarchie. Cette politique permet 2 choses. D'abord, le peuple est plutôt content, car en apparence, on se débarrasse de ceux qui nuisent au bon fonctionnement du pays. Et puis, pour Xi Jinping, c'est l'occasion d'éliminer la concurrence, à la fois au sein du parti et de l'armée. En 2017 par exemple, 2 généraux haut placés ont disparu de la circulation. L'un d'entre eux s'est suicidé. Deuxième axe de la stratégie Xi Jinping, le culte de la personnalité. Depuis qu'il est au pouvoir, le président est glorifié partout, sur des affiches, des magnettes ou des assiettes. Cette omniprésence s'observe beaucoup dans les médias officiels sous contrôle. Par exemple, dans le quotidien du peuple, le journal officiel du parti, le nom de Xi Jinping apparaît bien plus que celui de ses prédécesseurs. Sur ce graphique, on voit le nombre de fois où il a été mentionné chaque année de son premier mandat. À titre de comparaison, voici ce qu'il en était de son prédécesseur Hu Jintao lorsqu'il était au pouvoir. Ce matraquage médiatique s'accompagne d'une censure importante. Sur Internet, de nombreux mots sont interdits. Le China Digital Time, un site indépendant, tient par exemple à jour une liste de tous les termes bloqués sur Weibo, l'équivalent de Twitter en Chine. Parmi ces mots, il y a par exemple Winnie l'ourson. En effet, depuis que des internautes ont comparé Xi Jinping avec le personnage de Disney, il est interdit dans le pays. Mais cette censure ne touche pas que les mots. Des journalistes, des avocats, des militants, des intellectuels sont aussi jugés, emprisonnés et exilés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime. Enfin, troisième axe, Xi Jinping exalte le nationalisme et le rayonnement international de son pays. Pour cela, il s'appuie d'abord sur la santé économique chinoise. Malgré un ralentissement, la croissance se maintient à un niveau très élevé, 6,9% en 2017, soit 3 fois plus qu'aux États-Unis. Fort de ces résultats, il se fait le défenseur de la mondialisation et du libre-échange. 经济全球化确实带来了新问题，但我们不能就此把经济全球化一棍子打死，而是要适应和引导好经济全球化。 Ce positionnement est une réponse directe au repli américain amorcé par Donald Trump. Et pour accompagner ce discours, il s'appuie sur un projet ambitieux que l'on appelle souvent les nouvelles routes de la soie. C'est un vaste réseau d'infrastructures et de partenariats pour fluidifier le commerce entre l'Europe et l'Asie. Le projet concerne plus de 60 pays et devrait assurer à la Chine un marché gigantesque. Ensuite, sur le plan stratégique,
Xi Jinping mise sur une Chine expansionniste. C'est lui qui a fait installer la première base militaire chinoise à l'étranger, à Djibouti, en Afrique. Et c'est aussi lui qui multiplie les constructions sur différentes îles en mer de Chine pour appuyer ses revendications territoriales. Au bout du compte, là où Mao Zedong militait pour une révolution permanente et un certain chaos, Xi Jinping est plutôt un obsédé de l'ordre et de la discipline. Sur le plan international, la mondialisation et le libre-échange qu'il défend sont bien loin des idéaux communistes de Mao à l'origine. Reste un grand point commun, l'autoritarisme. Cette manière de s'imposer au fil du temps comme leader incontesté, quitte à employer les méthodes les plus radicales.